Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci pour votre attention sur les antennes de Justicia Télévision. Pour cette rétrospective de l'année 2022, Justicia Télévision va décortiquer avec ses invités les questions d'actualité, les questions qui ont fait la une de l'actualité judiciaire au cours de l'année 2022. Plusieurs rappels à l'ordre du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, sur le fonctionnement de la justice, des mises en place, le concours de recrutement des magistrats, mais aussi l'affaire Bukangalonzo. Autant de questions que nous allons débattre avec nos trois invités. À ma gauche, Maître Kome Musuluku. Bonjour Maître. Bonjour Madame Nathalie. Et bienvenue sur les antennes de Justicia Télévision. Merci bien. Les meilleurs vœux. À vos autant, je voulais réciproques. Maître Jeannette Mouchi Ambangu. Bonjour et bienvenue sur Justicia Télévision. Bonjour Madame Nathalie. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux Madame. Maître Rigenti Kwaki à ma droite. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Et bienvenue sur les antennes de Justicia Merci. Télévision. Une question phare à tous nos invités, une question, comme on dit, une question bateau. Aujourd'hui, il est question de faire un bilan et une évaluation sur la question de l'état de droit. Est-ce que, Maître Kikwa, vous gardez cette même définition que les années antérieures? Si aujourd'hui vous étiez demandé d'expliquer et de définir avec vos propres mots l'état de droit au regard de tout ce qui s'est passé au cours de l'année 2022. Madame, moi je pense que vous alliez commencer déjà par une affirmation que nous ne sommes pas encore dans un état de droit. Parce que le constat est unanime. Ceux qui ont eu des rendez-vous en justice savent qu'elle n'existe pas. Jusque-là, le vœu du constituant de 2006, la bonne foi, la volonté, l'impulsion du chef de l'État sont de paroles vaines qui ne rencontrent pas de âme et prise de justice. Tout le peuple congolais a émis un seul constat, que nous ne sommes pas proches même de l'état de droit. Il n'y a pas un élan en ce sens. Est-ce que vous Ceux restez qui avec administrent la justice, des affirmations vaines sans avoir vraiment non, des il y a la éléments? donne Vous avez factuelle une qui est là. position radicale. Il y a la donne factuelle. Les faits sont là. Et ils parlent, les faits sont éloquents. Quels sont ces faits? Mais, madame, il suffit d'avoir un rendez-vous judiciaire, vous verrez. Le magistrat vous invite même à 9h. Il écrit dans l'invitation, venez à 9h. Lui-même arrive à 14h où il n'arrive pas. Et il ne s'excuse même pas. Et quand vous cherchez même son numéro, vous l'appelez, vous dites, s'il vous plaît, vous m'avez demandé de venir, vous avez décerné mandat de comparution. Justement, Zelangaï, Zelangaï, Vandawana Zelangaï. Dans le palais de justice. Les OPJ font la loi, ils font ce qu'ils veulent, on ne les sanctionne pas. Est-ce que vous avez déjà appris que le procureur de la République a retiré 20 habilitations aux OPJ, qui d'ailleurs sont tellement très incompétents? Est-ce que vous allez réduire, vous allez critiquer le fonctionnement d'un si grand appareil par des faits peut-être bénins? Non, ce ne sont pas de faits bénins, madame. Lorsqu'on s'écarte de ce qui est élémentaire, on ne peut pas poser les actes de justice comme il se doit. Vous êtes aujourd'hui magistrat, OPJ, inspecteur, greffier, juge ou qui sais-je. Mais vous êtes appelé d'abord à faire preuve d'un comportement qui reflète la profession que vous exercez. Parmi ceux qui administrent la justice, notamment le magistrat du siège ou du parquet, les OPJ, les IPJ, ils se distinguent par de mauvaises habitudes. En l'occurrence, la concussion. La justice est achetée. Si vous hésitez, madame, vous ne rencontrerez pas, je vous dis, 50 magistrats en RDC qui descendent des mandats de comparution ou qui les expédient sans argent, non. Maître Kome, est-ce que vous gardez aussi la même position radicale que les années antérieures? Oui, par rapport à la notion de l'état de droit, j'ai dit que... Voulu par le législateur et la volonté du peuple, bien sûr. Et il faut d'abord noter qu'il s'agit là d'un principe matriciel dans un État en situation de démocratie. L'état de droit qui demeure un vœu, je ne dis pas pieux parce que je suis optimiste, est encore en cours de route. Il faut préparer. L'état de droit, c'est comme un fœtus dont on attend la délivrance. Il faut faire ce qu'on appelle la layette. Autrement dit,
La lettre consiste à quoi? À savoir recruter les animateurs de l'appareil judiciaire. Alors j'insiste, des animateurs normaux. Et comment savoir, me poserez-vous la question, que telle personne qui vient solliciter à être magistrat est normale, c'est-à-dire n'est pas immorale, c'est-à-dire ne va pas s'exposer à la concussion, à l'extorsion, à l'arrachement de liberté pour la revendre. Comment le saurez-vous? Ce n'est pas en imposant comme critères des critères purement objectifs, avoir réussi à l'université, avoir le titre de docteur en droit ou de licencié en droit. Non. La question est claire. Il vous est demandé de faire un bilan de l'année 2022. Mais le bilan est alarmant, alarmant. C'est pourquoi moi j'aurais souhaité que, aux prochaines émissions, vous puissiez inviter qui magistrat, qui victime, les victimes déçues, et elles vous diront ce qui se passe. Bon, vous voyez que l'avantage que vous avez dans cette émission, c'est d'avoir des gens qui ont la main dans la pâte. C'est-à-dire des gens qui ne lisent pas, mais qui vivent. Comme l'avait dit... qui sont aussi peut-être eux-mêmes auteurs aussi de tout ce qu'il y a comme mot dans la magistrature. Ils ne peuvent pas être auteurs parce qu'ils les n'ont pas le dernier mot. Les avocats ne sont pas exclus non plus. Les avocats n'ont pas le dernier mot, ce sont des acteurs, ils sont des acteurs judiciaires, ils concourent à ce qu'il y ait une amélioration dans l'administration de la justice. Et s'il y a une mauvaise justice, c'est que la personne qui est appelée à dire le dernier mot doit être psychanalysé. C'est ainsi que lors du recrutement des magistrats, j'avais dit ça dans l'une des émissions antérieures, que demander à quelqu'un, comme lui imposer comme condition à avoir tel niveau d'études, ça c'est le savoir intellectuel. Mais ce qui fait l'homme, ce n'est pas la dimension minimaliste relevant de l'intellect. Il faut une dimension du cœur, une dimension cordiale, l'intelligence cordiale. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Le cœur, là, c'est la sensibilité. Et par sensibilité, je veux entendre le discernement entre le bien et le mal. Le bien, le droit, le mal, l'infraction. Le mal, c'est ce qui est interdit. Concussion, corruption, arrestation arbitraire, puis une justice à la mesure du justiciable. Voilà, tout ça, ça fait partie des prohibitions, de ce que la loi proscrit. Mais le malheur est que on demande un titre académique. Qu'est-ce qu'un titre académique? Madame Nathalie, qu'est-ce qu'un titre académique va faire au tribunal ou au parquet? Ça, on va en parler dans les questions de recrutement. Donc, de votre point de vue, vous estimez qu'on n'en est pas encore là? Non, c'est alarmant. Pas un vœu pieux, mais comme le chef de l'État est animé du souci d'améliorer la qualité de la justice, alors il faudrait être rigoureux lors du recrutement. Moi, j'ai suggéré le test psychiatrique. Il ne faut pas confier le bâton. La question du recrutement des magistrats est aussi parmi les sujets à débattre, mais on est sur l'état de droit. Maître Mouchia, est-ce que vous pensez que c'est honnête de la part des justiciables et même des juristes que vous êtes de réduire la question de l'état des droits au fonctionnement de la justice? Je dirais précisément à la question même faite à tirer sur les magistrats alors qu'ils ne sont pas les seuls comme élément sur justement l'établissement de l'état de droit voulu par tous. Oui, madame. Vous savez, madame, la justice élève une nation. C'est pour cela que tout le monde observe, regarde les comportements des magistrats. Et lorsque nous parlons des magistrats, nous faisons allusion à tous les magistrats assis comme les magistrats debout. Vous allez constater que dans ces débats, le chef de l'État, qui est le magistrat suprême, s'est plus d'une fois lamenté en disant que les magistrats ne font pas bien leur travail. C'était plutôt un rappel à l'ordre, ce n'était pas vraiment une lamentation. C'est une lamentation, excusez-moi, je pèse mes mots. Il s'est lamenté parce qu'il a constaté que la corruption battait son plan au sein de la magistrature et qu'il n'y avait personne pour sanctionner. Alors, s'il n'y a personne pour sanctionner, c'est lui qui est censé dire le droit, je pense qu'on est fini là. On est fini. Comment voulez-vous que
à la cité, les choses marchent, lorsqu'au palais de justice, ça ne marche pas? Comment voulez-vous que ça marche au palais de la nation, lorsqu'au palais de justice, on sait acheter les magistrats? Et qui achète les magistrats? La fois passée, je vous avais dit, je crois il y a 2 ans passés, madame, que l'avocat est aussi partisan de ce que nous dénonçons aujourd'hui comme corruption au sein de la magistrature. Parce que si le magistrat peut accéder à mon client pour se faire remettre de pots de vin, c'est que moi, je l'ai laissé cours libre. Si je suis contre cela, je peux l'empêcher. C'est-à-dire, je peux dénoncer. Mais je vais dénoncer auprès de qui? Mais auprès de son chef hiérarchique. Encore faudra-t-il espérer que ce dernier ne soit pas lui-même trempé dans ces pratiques. C'est ainsi que vous avez vu le magistrat suprême se plaindre. Vous savez aussi qu'il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. Si il y a peut-être quelques magistrats qui se méconduisent, est-ce que les conditions sociales des magistrats ont été améliorées au cours de l'année 2022? Je me pose bien la question de savoir si les magistrats sont des personnes exceptionnelles, si un magistrat vaut plus qu'un enseignant d'école primaire ou de la maternelle. Je ne sais pas qui est des deux, du magistrat et de l'enseignant, qui est mieux payé, madame. Je pense que le magistrat est mieux payé. Parce qu'en plus de ce que l'État lui donne, le magistrat peut accéder, n'est-ce pas, à certains frais qui ont été qualifiés tout à l'heure de concussion. Il peut se faire mettre des pots de vin, il peut rouler carrosse du 1er au 30 sans que personne ne lui demande de justifier où est-ce qu'il trouve son carburant ou même comment il a acheté sa voiture. N'est-ce pas? Qui garde le gardien de mon pays? Donc, nous ne pouvons pas parler de la pauvreté parce qu'au palais de justice, vous n'allez pas trouver un magistrat à pied. Ils sont tous véhiculés et leur salaire est connu et personne ne s'est jamais dérangé à pouvoir savoir, mais d'où leur vient l'argent de s'acheter des véhicules, de se construire des maisons. Ça veut dire qu'il y a des choses qui leur sont permises. Mais allez voir un enseignant de l'école primaire, des humanités ou de la maternelle, mais il est à pied tous les jours. Mais il vous est avant de passer la parole à Maître Kikwa, il vous est demandé de critiquer justement cette question de l'état des droits au cours des 2 dernières années. Est-ce que vous avez senti une différence aujourd'hui, à ce jour, par rapport aux années antérieures où vous êtes aussi radical comme vos co-débatteurs? Non, madame, les choses n'ont pas changé. Hein. Par contre, la situation va de mal en pis. Maître Kikwa, est-ce que c'est normal que quand c'est le magistrat suprême, donc le chef de l'État, qui rappelle à l'ordre, et aujourd'hui il y a encore des plaintes des justiciables et des juristes que vous êtes sur le fonctionnement de la justice? Mais, madame, nous sommes en train de traverser une période de Sodome et Gomorrhe judiciaire. Et Sodome, c'est qui? Gomorrhe, c'est qui? Mais de Sodome et Gomorrhe judiciaire. Donc, tout va très mal, très mal. Parce qu'en fait, madame, pour administrer la justice, vous devez déjà, de l'intérieur, avoir une étincelle qui s'y apprête. Vous devez, comme l'a dit, c'est l'intelligence cordiale. Vous devez être sensible aux problèmes de l'autre. Vous ne devez pas mettre vos problèmes en avant-plan. Vous ne devez pas vous dire que moi je veux, pour avoir de l'argent, je pose les actes de justice pour que ma famille soit à l'aise, mais c'est un service, c'est un sacerdoce. Un magistrat, c'est une personne qui a une forte sensibilité sur ce que l'autre subit comme injustice. Parce que je l'ai toujours dit, madame, l'injustice, c'est ce qu'il y a de plus insupportable sur Terre. L'injustice. C'est tout ce qui est insupportable. Mais vous imaginez une personne qui prête serment et solennellement, il prend l'engagement de respecter la loi, mais le matin, il est insensible vis-à-vis d'une plainte. Et lorsque vous lisez la plainte, vous sentez qu'il y a de vies humaines qui sont en train de mourir. Le gendarme, le magistrat, parfois devant un cas où il y a mort d'homme, ou un dossier très sensible, on a déguerpi une personne, le magistrat vous dit, ou l'OPJ vous dit,
Ouais, mais sikoyo bo awa toko salani. Awa toko salani. Boye na ba papier ngo siko toko salani. Boye bendenge ezalaka. Donc l'épineuse question justement des conditions de travail qui ne sont pas améliorées. Quelles conditions de travail? Maître Comé. Quelles conditions de travail? Ouais, je voulais dire que On devrait commencer par améliorer les conditions de travail avant de critiquer aux résultats, non? les conditions de travail sont connues de tous, même de tous les candidats qui viennent de passer le test. Justement, Nul n'ignore. Ils connaissent les conditions. Ceux qui savent que les conditions ne sont pas favorables ni agréables ont renoncé. Mais ils se sont dit que nonobstant cet état des choses, j'y vais. Alors il y en a un sous les arbres de Sipayota Lemba qui dit, comme j'ai souffert pour réussir au test dans la magistrature, dès que j'aurai 2 dossiers de viol, je vais récupérer tout l'argent. Donc il ne va pas attendre la fin du mois, mais à travers 2 dossiers, est-ce que le matin est payé par dossier? Est-ce que ce n'était pas une déclaration sous un verre parce que vous étiez ensemble, maître Comé? Plusieurs mots même confiance et sens. Non, c'était pas sous un verre. Il attendait d'ailleurs qu'on le serve. Voyez-vous. Donc il était ivre avant de boire. C'est pourquoi je parle de la moralité. La moralité. Exiger un diplôme, ce n'est pas mal. Mais à quoi servira un diplôme que détient ou dont le détenteur est immoral? Maître Mouchia, on a l'impression de minimiser cette réalité des conditions de travail des magistrats et des conditions sociales. Mais madame, pour moi, preuve, je ne comprends pas. Pour preuve, il y a une forte concentration des magistrats à Kinshasa qu'en province. Mais de quel magistrat vous parlez, madame? Nous ne sommes pas venus ici faire un plaidoyer pour l'harmonisation des conditions des magistrats. Ça fait partie Nous des faisons un problèmes du plaidoyer dysfonctionnement pour de la justice. Ils ont un syndicat. Un état de droit. Madame, mais avant de parler des conditions de vie des magistrats, parlez des conditions de vie du justiciable. Celui-là à qui le magistrat demande de l'argent avant d'ouvrir son dossier. Celui-là, madame, Mais le magistrat ne passe pas le message directement aux justiciables sans passer par leurs avocats pour certains. Non, j'ai dit ceci, vous madame. savez que c'est une réalité. Non. Pour preuve, maître Kikwa a des contacts des magistrats, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça arrive parfois, pas souvent. Madame, laissez-moi vous dire Pour quelle fin, peut-être? que les magistrats appellent directement les clients sans passer par les avocats. Oui, bien sûr. Vous comprenez, madame? Un magistrat qui menace un client, moi j'ai vécu ça, qui dit, bon voilà, j'ai les dossiers, et la personne que vous avez accusée venait d'être mappée, c'est-à-dire placée sous mandat d'arrêt provisoire, amenez-moi l'argent pour que je l'achemine au CPRK. Et la dame à qui on demandait l'argent était vraiment vulnérable, ne savait même pas manger. Alors vous comprenez que les magistrats, je ne sais pas de quel magistrat vous parlez. Vous parlez des magistrats de l'intérieur qui sont en brousse, mais partout il y a les parquets, partout il y a les cours et tribunaux, il doit y avoir des magistrats. Mais si vous parlez de tous les magistrats en général, moi je vous dis, nous sommes à Kinshasa et ces pratiques que nous dénonçons, ce n'est pas à l'intérieur. Et vous voulez me dire qu'à Kinshasa, les magistrats aussi ont une mauvaise vie, n'ont pas de bonnes conditions de vie. Mais si nous devons commencer là... Il suffit de parcourir, de visiter différents cours et tribunaux, et même dans les offices de parquet, vous allez voir que c'est une réalité. Non, vous allez trouver des bâtiments délabrés, mais pas des personnes délabrées. Vous allez trouver quelqu'un qui est très bien endimanché, mais qui utilise une chaise cassée. Vous allez trouver des bâtiments vraiment en délabrement, mais pas les magistrats. Pourquoi? Parce que les magistrats sont pris en charge par les justiciables. On vous dit au palais de justice que voilà, nous n'avons pas de, comment on appelle, subvention. Un magistrat achète lui-même son papier, son stylo, et il achète avec quel argent? Pas avec son salaire. Il achète de la poche du justiciable. Mais quel type de justiciable? Vous avez la paupérisation partout, et ce sont ces gens qui vont demander la justice. Et ce sont ces gens-là qui doivent encore débourser de leur argent pour prendre en charge les magistrats. Et madame, vous, chaque fois, non, les conditions des magistrats. Mais madame, regardez autour de vous. Avant d'aller au palais de justice, regardez, vous traversez combien de quartiers avant d'arriver? Regardez Limete, regardez Matete, regardez Lemba, regardez Pakadjouma, regardez tout ce qu'il y a comme environnement. Regardez vos frères et sœurs qui sont justiciables. Madame, même vous, vous êtes justiciable. Moi, je suis justiciable. Mais est-ce que je suis capable, moi, Jeannette Mouchia, de donner
$100 à un magistrat. Maître Kikwa, il faut reconnaître quand même qu'au mois de juillet, le Conseil supérieur de la magistrature a renouvelé son engagement de travailler pour justement faire de la justice un instrument qui élève la nation. C'est le vœu de tous et on peut ne fût-ce que commencer par là et voir la bonne volonté. Madame, autant mes confrères que moi, vous aussi, et d'ailleurs, plusieurs fois j'ai suivi le justiciable dans vos antennes, il rapporte de faits vrais qui ne trompent pas. Prendre des résolutions lors des assises est une chose. Mais le problème, c'est l'application. Est-ce que ces résolutions sont appliquées? Dernièrement, j'étais ailleurs, dans un autre pays. J'ai vu l'annuaire de magistrats sanctionné. Et ça circulait même dans des réseaux sociaux. Vous allez dans un palais de justice, on affiche le magistrat sanctionné pour tel fait. On met son nom et à côté, il y a l'incrimination ou le fait lui imputé. Mais chez nous ici, rares sont les cas où les magistrats des OPJ sont sanctionnés. Je vous ai parlé par exemple des OPJ. Il y a la Constitution qui parle que la garde à vue ne peut pas dépasser 48 heures. Le parquet sont à côté du bureau des OPJ. Le procureur de la République est là. C'est lui qui habilite un OPJ et qui peut lui retirer cette habilitation. Combien de fois ce procureur-là descend sur terrain pour vérifier? Il y a des cas d'inspection quand ils envoient quelques magistrats. Mais ceux-là, quand ils arrivent dans les inspections, c'est juste pour vérifier. Amenez-nous des cas de situations avec des dossiers avec personnes gardées à vie. Quand on transfère ces dossiers au parquet, c'est juste pour négocier la liberté provisoire. On ne regarde même pas, madame, je vous dis, si vous regardez le travail que produisent les OPJ, vous allez vous demander, on est où? Les choses commencent à changer Plusieurs n'ont jamais prêté serment. Ils quittent Kalamou pour aller par exemple en Djili. La loi sur l'exercice des attributions des officiers de police judiciaire voudrait qu'il prête serment. Il doit renouveler son serment dans son nouveau ressort. Ils ne le font même pas. Ce n'est pas un problème. Or, les actes qu'ils posent sont nuls devant la loi. Il fait tout ce qui lui semble bon. Est-ce que l'avocat que vous êtes a déjà attaqué ces actes-là, justement? Plus d'une fois, moi j'ai déjà écrit, j'ai créé un procureur de la République, retraite d'habilitation, je rentre après quelques jours, il n'a jamais attribué. Pour lui, il se demande, il dit, maître, il faut que tu aies un dossier. Maître Comé. Et je ne montre rien ici. C'est ce qu'il dit, maître, tu as un dossier. Maître Comé, il y a un problème d'effectif aussi des magistrats, 3000 magistrats pour près de 80 millions d'habitants à ce jour. Au départ, ça a été justifié par le fait qu'il y avait 11 provinces, aujourd'hui il y en a 26. Mais entre-temps, il y a eu des recrutements qui se sont faits au niveau de la magistrature avec des tests. C'est aussi parmi les preuves de la volonté justement de ce corps fortement critiqué d'améliorer les choses. Ne fût-ce qu'augmenter l'effectif déjà jusque-là. Non, mais quand on augmente l'effectif, c'est comme si on proliférait les microbes. Le plus grand problème, je reviens toujours à la source. Non, il ne faut pas escamoter le vrai problème. Vous savez, il y a Madeleine Gravitz, qui est, je crois, une sociologue française, qui a écrit un ouvrage sur la méthode de recherche en sciences sociales. Il définit l'intelligence, non pas comme le fait d'obtenir 80% ou une grande distinction à l'université. Non, non. Les gens que l'IGF, l'inspecteur général des finances, arrête ou fait arrêter. Mais ce sont des universitaires, non? Ce sont des universitaires qui gèrent de grandes entreprises, etc. Bon, pas voleurs, eux au moins c'est bien, ils sont pudiques, ils détournent, ils ne volent pas. Mais au moins, vous constatez que l'IGF n'est pas content de ce comportement-là qui consiste à détourner les données publiques de l'État. Mais qui détourne les données publiques de l'État, c'est un intellectuel. Il peut même être juriste, mais chef d'entreprise. Il connaît l'article 14 de la loi foncière qui définit la propriété comme étant le droit de disposer d'une chose d'une manière absolue, exclusive. Exclusive veut dire exclure quelqu'un qui n'est pas propriétaire. Or, je ne suis qu'un gestionnaire de l'État, je ne suis pas propriétaire du fonds public de l'État. Au lieu de diriger ça vers le trésor public, je réoriente ça vers ou je désoriente vers mon trésor privé. Le fait pour moi d'avoir obtenu 10 sur 10 pour avoir répondu à l'université que la propriété c'est le droit de... Ça c'est... Mais j'ai mémorisé et puis j'ai restitué, c'est tout. Voyez-vous.
Mais quelle est l'utilité de cette connaissance, de ce savoir que j'ai obtenu à l'université sur le plan pratique? La société attend de moi, non pas le vol, non pas le détournement, non pas la concussion, non pas la corruption, non pas la cécité, c'est-à-dire le fait de faire à l'aveugle, là où on voit que la solution est à gauche et on va à droite et ça s'appelle dol. Voyez-vous? Les cas d'ouverture de prise à partie résultent de cette attitude. Le problème, je reviens, et il ne faut pas l'escamoter, c'est la qualité morale. La qualité morale. La qualité morale. On ne le répétera jamais assez. Et je sais le jour où je serai auprès du chef de l'État, Félix. Désolé de le dire, ce n'est pas un vœu, mais s'il avait des gens de notre trempe à nous ici, savoir n'est rien, il faut faire. Connaître n'est rien, il faut appliquer. L'application. Et Jésus a dit, si vous connaissez ces choses, si vous connaissez les règles de conduite, les règles de droit, vous êtes heureux, virgule, pourvu que vous, c'est-à-dire à condition que vous les mettiez en pratique. Maître, est-ce que vous refusez de voir quand même qu'il y a une avancée avec une telle réalité, ou bien vous êtes resté sur les préjugés des années antérieures? La réalité est objective, elle ne dépend pas de mon consentement. Refuser veut dire si j'accepte de. Non. On ne demande pas mon consentement, c'est observer ce qui se passe. Je dis que si on met fin au corporatisme, soulignez ce mot. C'est ça le mot-clé dans cette émission, si nous voulons voir la justice s'améliorer. Corporatisme, c'est-à-dire que non, les loups ne se mangent pas entre eux. Non, ça ne doit pas être de mise dans la magistrature. Il faudrait que le chef, la hiérarchie, sanctionne, punisse, frappe, instaure un ordre jupitérien au sein du corps des magistrats. Vous allez voir, des choses vont s'améliorer. Et nous connaissons les quelques rares magistrats que nous apprécions. Nous les connaissons. Maître Mouchia, on a l'impression de faire fi de la présence du Conseil supérieur de la magistrature. C'est eux qui doivent aussi travailler pour la régularisation justement de cette haute fonction des magistrats. Je crois avoir entendu le président du Conseil supérieur de la magistrature donner quelques orientations là-dessus. Tout récemment, il s'est adressé aux magistrats. En juillet 2020. Mais après cette adresse-là, les choses n'ont pas changé. Est-ce que les choses devraient changer aussi brusquement et brutalement? Il n'y a pas de brutalité dans ça. Madame, depuis combien de temps nous sommes dans cette situation de prise en otage de la justice de notre pays par ceux-là même qui devaient la rendre? Mais il n'y a pas de brutalité. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a parlé à ses collègues magistrats, a dressé un état des lieux, et tout ce qu'on attendait, c'est un retour actif, comment on dit, un repentir actif. Mais parmi les actions, il y a justement cette mise en place que vous avez tous suivie au niveau des parquets et des cours et tribunaux. Madame, on peut interchanger des magistrats, mais il y en a qui ont été mis à la retraite aussi. On peut en envoyer à la retraite. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de prolifération de microbes. Vous savez, il faut que la personne change. Il faut qu'on soit devant des humains et il faut arrêter avec le clientélisme. Si un magistrat qui est en charge d'un dossier reçoit, n'est-ce pas, de directives de celui qui n'en est pas chargé, parce que c'est son frère, c'est son ami, c'est son beau-frère, et se dit, bon, c'est à l'Afrique, si je n'ai de pas ici, qu'est-ce qu'on va dire? Il va fouiller pour trouver des astuces et ne pas dire le droit. Je pense qu'une fois que cela a été démontré, ces magistrats méritent d'être sanctionnés sans réflexion. Est-ce que vous pensez qu'en 20 ans, justement, des mots critiqués qui ont gangréné la magistrature, en 6 mois, tout peut changer aussi brusquement? C'est un processus, c'est une procédure. Mais je ne sais pas. Chaque fois quand on doit parler d'un processus, est-ce que vous pouvez me déterminer le temps que doit prendre un processus de changement de fusil d'épaule? J'étais très corruptible hier, aujourd'hui. Mais pourquoi même la Bible nous enseigne? C'est un acte de volonté. Vous allez voir, c'est 90% des Congolais qui sont des chrétiens. Ça ne demande pas Ils arrivent, quelque part ils vous disent, non, j'étais païen. Et même le Seigneur dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dès que vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, tout change. Mais il n'y a pas un délai. Lorsqu'on parle, pendant 20 ans, madame, pendant 20 ans, nous sommes toujours dans un processus. Dans un marécage de prise de conscience de la misère que nous imposons à notre propre pays parce que nous sommes égoïstes. Parce que nous sommes nous-mêmes en train de violer les lois que nous devrions faire respecter. Dites-moi, madame, selon vous,
combien de temps devrait prendre ces processus? C'est là le mal qu'il faut éradiquer. Le changement, c'est maintenant. Parce que qui remet tout au lendemain rencontre la mort en chemin, madame. Il y a eu changement des magistrats, il y en a qui sont allés à la retraite et qui se meurent aujourd'hui. En juillet, il y a eu l'interpellation du Conseil supérieur de la magistrature. En octobre, il y a eu le processus de recrutement des candidats. C'est-à-dire c'est des actes qui se posent, même si vous refusez de reconnaître. Madame, laissez-moi vous dire... Entre-temps, il y a des procédures de prise à partie qui ont porté... Les actes se posent, mais le mal ne finit pas. C'est-à-dire, le problème, c'est le temps que cela va prendre. Quand est-ce que nous, Congolais, ici, parce que je le suis, quand est-ce que nous allons comprendre que maintenant, il faut mettre fin à ces pratiques qui détruisent la nation congolaise? Je vous donne un exemple, madame. Les magistrats, on est en train de recruter. On en recrute combien? Mais vous avez vu le nombre, hein? On voulait 2000, ils sont venus à plus de 6000. Là où il n'y a pas un bon salaire, là où les conditions ne sont pas bonnes, ils savent très bien que les magistrats n'ont pas de bonnes conditions parce que nous plaidons pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais vous avez 6000 candidats au lieu de 2000 attendus. Mais le ministre de la Justice a parlé de près de 10 000 qu'il faut pour tout le pays. Oui, mais au départ, on n'a pas voulu recruter 10 000 à la fois parce qu'en même temps, vous dites que les conditions de vie, il faut les améliorer. Il n'y a pas d'argent pour ça. On a dit on y va par palier. D'abord 2000. On parle de 2000, mais on est à 6000 candidats. Mais on ne peut pas changer comme ça. Il faut quand même un budget, il faut un programme, madame. Maître Kikwa, est-ce que madame la ministre a dit qu'il fait... Est-ce qu'on peut parler de changement de mentalité là où les personnes sont quasiment sous-payées? Mais pourquoi pas, madame? Pour changer la mentalité, il faut qu'on leur promette de l'argent, qu'on leur amène de billets de banque. Non, mais c'est juste un acte de volonté. Est-ce que vous pouvez travailler... Pour changer des grillages... Ce n'est pas un sacerdoce, les fonctions de magistrature, vous le savez. Non, mais madame, et faire du mal aux justiciables, c'est un sacerdoce. Non, non. Lorsqu'on se propose d'infliger du mal à l'autre, là, on est plus mauvais qu'on le serait si on ne devrait pas être magistrat et surtout pas naître magistrat. Ceux-là, ils ne comprennent pas, en fait. Madame, le travail de magistrat n'est pas un business. Ceux qui ont besoin de faire des millions, de commencer à consulter Illico Cash pour voir ils ont combien en banque, doivent faire du business ou l'entrepreneuriat. C'est là qu'ils peuvent gagner de marché et proliférer des recettes. Mais lorsque vous acceptez de choisir une profession aussi noble comme celle de magistrat, d'avocat ou de médecin, d'enseignant, vous êtes lié à une vie d'élite. Et vous n'avez pas un trait d'union avec ce qu'on appelle l'intégrité. Donc vous êtes ancré dans tout ce qu'on appelle dignité, personnalité et tout ce qui est valeur morale élevée. Vous ne pouvez pas tomber dans la bassesse. Que vous ayez de l'argent ou pas, il faut soit démissionner pour quitter le corps dignement et entreprendre autre chose. Ce n'est pas impossible. J'ai vu ceux qui étaient dans la magistrature envoyés ailleurs. Bon, ceux-là, ils ont refusé juste des affectations très lointaines et ont rejoint les barreaux. Ils sont aujourd'hui avocats. Avec... Non, mais être avocat, c'est des gens qui s'assument. Avec ou sans argent, vous vivez avec. Mais vous ne pouvez pas, madame, prétexter que je suis sous-payé et par ce fait, je dois commencer à vendre le mandat de comparution, vendre les invitations, le mandat d'amener, la liberté provisoire et empocher de l'argent dans vos poches. Parce que vous savez que là où vous êtes dans votre machine, dans votre appareil, vos autorités ne vous sanctionnent plus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous révèle qu'il y a des pratiques où, lorsqu'un magistrat va auprès de son chef pour lui proposer un rapport de liberté provisoire, de main levée de détention, ou une ordonnance de liberté provisoire, il met quelque chose. Ah, vous avez des preuves pour ça? Il m'est arrivé déjà d'être Vous êtes avocat, vous assumez? Moi, je dis, ce sont de pratiques. J'ai des amis magistrats qui me révèlent tout ça. Ils me disent que, maître, parfois, nous sommes appelés à servir. Il y a des cas où je propose à mon chef hiérarchique, je dis, chef, il n'y a rien comme fait. Je voudrais que la personne recouvre sa liberté. Le chef me dit, collègue, rentre avec ta farde. Parce qu'il n'y a rien comme pièce.
Je vous parle, ça ce sont de faits vérifiables. Nous vivons ici à Kinshasa et en RDC. Vous pouvez appeler de magistrats sincères. Ils vont vous confier ça. Bien qu'ils ne le diront pas devant vos caméras. Mais ils vont admettre que rien ne marche. Et d'ailleurs, je peux vous informer, madame, les magistrats ont très peur d'affronter la justice. Lorsque lui-même fait l'objet, par exemple, d'un mandat de comparution, quand ils viennent dans nos cabinets, ils disent « Maître, pas considéré pour nous, et aussi Mbaté, photo sur le canapé. » Maître Komé, vous avez évoqué tout à l'heure le concours de recrutement des nouveaux magistrats. Justement, ce concours a été entaché de beaucoup d'irrégularités, beaucoup de plaintes. Aujourd'hui, d'ailleurs, sur les futurs magistrats sélectionnés, on parlerait des faussaires. Oui, ce travail-là incombe au Conseil supérieur de la magistrature d'être très vigilant. Très vigilant. Les faussaires ne manquent jamais. Nous connaissons des gens qui travaillent même dans des institutions d'enseignement supérieur avec le titre de licencié alors qu'ils n'ont fait que le premier graduat. Nous savons, voyez-vous. Mais il a un diplôme de licence, tout ça. Ça, c'est déjà à la base qu'il y a un souci. Vous savez, quand on parle du recrutement, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On pense au nombre de magistrats qu'il faut pour servir tout le pays, qui est immense. Je dis bien, on pense au nombre de magistrats. Je dis le nombre, pas la qualité des magistrats. Le nombre. Voyez-vous? Et on devrait penser beaucoup plus à la qualité. Beaucoup plus à la qualité. Et la qualité, là, comme il leur est impossible, c'est-à-dire aux recruteurs, de savoir que tel est immoral, tel sera spécialiste en concussion, en corruption, ensuite cela, il est difficile au Conseil supérieur de faire le médium. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les rattraper lors des sanctions au sein du corps. Pourquoi? Parce que je les renvoie seulement, je renvoie le Conseil supérieur de la magistrature, ça c'est un verset biblique, dans Ésaïe 46, verset 12. Au sein de la magistrature, il y a les ennemis de la droiture. Soulignez encore ça. J'ai donné le premier mot, corporatisme, c'est-à-dire on ne sanctionne pas celui qui appartient au même corps que vous. Et de deux, Ésaïe 46, verset 12, les ennemis de la droiture, c'est-à-dire du droit, sont au sein du corps de la magistrature, comme l'insecte qui tue le haricot se trouve à l'intérieur du grain de haricot. Alors il faudra que le Conseil supérieur soit très regardant et soit vraiment punitif. Je répète, qu'il mette en place un ordre jupitérien au sein du corps. Vous verrez que tout va changer. Là où il y a une volonté, il y a une voie. Ici, nous avons la volonté du changement. Le changement veut dire l'amélioration. Quand on parle du changement, c'est quitter le niveau bas pour aller au niveau supérieur. C'est-à-dire améliorer, meilleur en latin, rendre meilleur. C'est ça le souci de tout le monde. On a besoin des gens justes, des gens qui soient justes et vrais. Les candidats qui sont recrutés ont fait allusion au nombre pour couvrir l'étendue, je me répète, du territoire national, au nombre. Alors, nous suggérons au Conseil supérieur de la magistrature de faire maintenant allusion ou de se soucier de la qualité des gens qui vont animer ce corps, cette structure, parce que là, il s'agit d'une fonction juridictionnelle de l'État dans son rôle à géométrie variable. Madame Nathalie, admirez ça. Il faudra que l'État soit sanctionnateur, c'est-à-dire que la hiérarchie de l'appareil judiciaire soit sanctionnateur, n'admette pas que ce corps supérieur, ce corps des élites du pays, la justice c'est le dernier rempart. Sinon nous allons retourner à la vengeance privée. Maître Mouchia, dent pour dent. Maître Mouchia, est-ce que vous n'estimez pas que, vu que les critiques sont toujours orientées vers le Conseil supérieur de la magistrature comme organe qui régule un peu la question, le corps des magistrats dans les sanctions et les affectations, on devrait carrément revoir un peu la mouture en termes de dirigeants, que ce soit des personnes non magistrates qui géreraient cette structure, peut-être que ça donnerait beaucoup plus d'effet, des observateurs extérieurs. À ma connaissance, le Conseil supérieur de la magistrature est géré par les magistrats, pas par les non-magistrats. Et lorsque nous peut-être faire un test pour voir, comme ça il y aurait moins de critiques, de votre part surtout. Faire un test des magistrats... Des non-magistrats qui géreraient le Conseil supérieur de la magistrature. Non, mais ça ne peut pas marcher. Comment un homme, un commun des mortels va aller gérer une élite comme un magistrat?
Ça ne peut pas marcher. Les magistrats doivent se gérer et ils doivent pour cela éviter le clientélisme, nous l'avons dit. Lorsqu'il faut sanctionner, on sanctionne. Et la sanction, madame, hein, il n'y a pas de qualité sans sanction. Même à la maison, si vous voulez donner une bonne éducation à votre fils, vous devez quand même lui administrer quelques fessées. Ça fait partie de sa formation. La violence est interdite aujourd'hui sur les enfants. Non, madame, lorsque je parle de quelques fessées, je ne parle pas de la violence sur les enfants. Je ne parle pas de la violence physique. N'est-ce pas, madame? Lorsque la violence reste une violence. Hein? Madame, attention, il y a la sanction. La sanction aimante d'une mère, d'un père. Je peux demander à mon fils de se mettre à genoux pendant 30 minutes, parce que qui aime bien châtie bien, le confrère vient de le dire. Lorsque vous voulez un État bien bâti, bien construit, une justice qui élève votre nation, vous ne devez pas être complaisant avec ce corps-là qu'on appelle magistrature. J'aimerais que vous puissiez d'abord compléter un peu par rapport à la question sur l'effectif des magistrats. Maître Comme venait de parler tout à l'heure, pour lui, l'important ce n'est pas le nombre, c'est la qualité des magistrats qui seraient retenus, recrutés pour travailler pour les justiciables et dans tout le pays. Est-ce que vous êtes du même avis, vu qu'on est en sous-effectif à ce stade? Et il y a encore d'autres candidats qui ont reçu leur test en 2009 qui sont en attente et ceux-là sont certainement des oubliés. Madame, si on doit transformer la magistrature en une entreprise qui donne de l'emploi aux licenciés en droit, je pense qu'on va s'écarter de l'essentiel. Ici, nous avons besoin de la qualité, mais cette qualité-là, pour l'obtenir, il faut la sanction. La sanction doit commencer avec ceux qui sont là, ceux qui travaillent déjà. Lorsqu'il y a un fait dénoncé, nous dénonçons chaque jour, c'est notre pratique d'avocat, de dénoncer le comportement d'avocat, de magistrat. Lorsque cela est dénoncé, il faut sanctionner. Vous verrez même que le nombre de demandeurs d'emploi de magistrats va diminuer. Mais pourquoi ils sont si nombreux à y aller? Mais c'est parce qu'ils savent que c'est de la complaisance. Il y a l'impunité. D'ailleurs, c'est la meilleure façon pour eux de se protéger, de devenir de loups pour leurs frères et sœurs. Il y a pas mal de cas que je ne peux pas étaler ici, mais retenez, madame, que tant qu'à l'intérieur de la maison, maman ne sait pas discipliner ses enfants en donnant des principes qu'ils doivent respecter, même les enfants de cousins qui viendraient en vacances seront indisciplinés et la maison sera toujours perturbée. Une mère qui ne donne pas à manger à ses enfants, les enfants font n'importe quoi. Madame, ne parlez pas du manger, je sais, madame. C'est une expression. Oui, oui, oui. Ventre je parle bien, voilà. Mais de quel ventre on parle? Je vous ai dit qu'avant de parler du magistrat, si vous voulez aider le Congo, mon pays, avant de parler du magistrat, parler du justiciable. J'ai connu le cas d'un magistrat aux arrêts qui était incapable de payer la caution pour sa mise en liberté provisoire. La même caution qu'il faisait payer aux autres justiciables, lui-même était aux arrêts, on lui a demandé ça, il était incapable de payer et il est allé en prison parce qu'il n'a pas payé cette caution. Madame, ça veut dire ceci, nous sommes tous des justiciables. Ne parlez pas des magistrats, parce que les magistrats sont au service. Je dirais que c'est un apostolat. Je vous ai entendu dire ici que, est-ce que vous, si on vous demande de travailler là-bas et que vous n'êtes pas bien payé, vous allez le faire. Mon estimé confrère ici a dit, je démissionne. La démission, apprendre à démissionner, c'est une vertu. Mais lorsque vous ne pouvez pas démissionner, mais vous vivez au-delà de ce qui vous est dû par l'État, vous êtes qui? Vous êtes qui dans ce corps de magistrats? Comment peut-on vous qualifier? Comment peut-on espérer un jour relever la nation avec vous? Dites-le aux jeunes qui viennent d'être recrutés que quand vous arrivez là-bas, c'est la sanction qui vous attend parce que vous devez être des modèles, c'est-à-dire dépasser le bruit de votre ventre. C'est-à-dire ne pas regarder que vous manquez la voiture. Parce que si vous avez manqué une voiture, il ne faut pas aller l'acheter sur le dos des justiciables. Il faut que l'État vous paye. Mais comment voulez-vous? Je vous donne un petit exemple. Les professeurs d'université qui vendaient des syllabus avaient reçu une interdiction formelle du ministre de l'ESU de ne plus vendre les syllabus. Ils se sont posé la question, comment allons-nous vivre? Mais ils ont un salaire en dessous du seuil normal d'un professeur d'université. Je l'ai toujours rappelé chez vous, c'est 90 000 francs. Le salaire d'un professeur d'université, c'est lui-là qui forme même les magistrats. 90 000 francs congolais, salaire de base. Le reste, c'est des primes de diplôme. Un professeur arrive
à 3 millions de francs congolais, lorsque vous mettez au taux du jour le dollar à 225 000 francs, vous avez combien? Mais ce professeur-là a reçu l'interdiction de ne plus vendre les syllabus pour ne pas torturer l'étudiant. Mais dites-moi, un étudiant à l'université de Kinshasa paye 300 $. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces syllabus ne sont plus vendus, même dans l'informel? Excusez-moi, madame. Est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui que ces syllabus ne sont plus vendus, même dans l'informel? Je suis professeur en devenir. Je ne peux pas parler de ce qui est informel. On vend en informel, c'est-à-dire par fraude, par tricherie. Mais les étudiants ont reçu l'obligation de ne pas acheter. Aujourd'hui, un professeur ne peut pas sanctionner un étudiant parce qu'il n'a pas acheté son syllabus. Mais lorsque vous allez au palais de justice, vous n'avez pas payé la caution. J'ai dit caution entre guillemets. Hein. Vous payez la caution de 3 000 $, on vous dit qu'on vous remet un document de combien? Si vous n'avez pas payé cette caution, vous restez là-bas. Alors, vous ne pouvez pas ne pas avoir des frais. Quand vous déposez une plainte, vous devez payer. Lorsqu'on doit aller arrêter quelqu'un, même s'il y a flagrance, mais vous n'avez pas de poche, aucun magistrat ne va regarder votre dossier. Donc, c'est de ça que nous parlons, madame. Soyons sérieux, prenons cette affaire au sérieux. Nous avons des jeunes gens qui vont dans la magistrature, apprenons-leur qu'ils vont là-bas pour servir, pas pour se servir. Parce que s'ils vont pour se servir, ils viendront se servir sur nous, alors qu'ils nous laissent dans une situation de prolétariat très prononcée. Quel est ce justiciable-là qui peut prendre en charge un magistrat en lui donnant ce qu'il demande à chaque fois, si ce n'est ce Congolais-là qui a la possibilité de mettre sa main dans la caisse de l'État? Maître Parce qu'un enseignant ne peut pas se vous pensez que l'augmentation de l'effectif des magistrats ne sera toujours pas la solution? Non, ça ne va pas influencer. Plusieurs candidats recrutés d'ailleurs m'ont confié leurs vœux intimes. Ils vont pour avoir de l'argent. Ils sont magistrats pour avoir un peu d'argent. D'autres étaient au barreau et le barreau ne leur a pas souri selon eux. Ils ont traversé pour aller de l'autre côté parce qu'il y aura un salaire, parce qu'il y aura un peu l'argent de la liberté provisoire et la vente de mandats d'amener, de mandats de comparution, des invitations et tout ce qui s'y rapporte, tous les actes de justice. On ne peut pas espérer. Madame, pour moi, et d'ailleurs dernièrement j'ai envoyé un mémo auprès du chef de l'État, je lui ai envoyé des écritures, une réflexion, nous devons repenser les systèmes. Le Conseil supérieur de la magistrature, l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires, tous ces services ont fait leurs preuves. Après plusieurs décennies, rien n'a changé. Avant comme après, le tableau est plus que sombre. Et on ne sait même pas dévisager le fait, on ne comprend plus, on est devant un peu un monstre à plusieurs tests. Qu'est-ce qu'il faut? Nous devons aujourd'hui accepter la honte telle qu'elle est. Et confier, donc le chef de l'État doit prendre une décision courageuse. Il lui faut repenser les choses, c'est-à-dire créer une inspection de contrôle et de sanctions des actes de justice. Ça existe déjà? Non, il faut un nouveau service, un peu comme l'IGF. Un peu comme l'IGF. Mais ce service ne sera pas animé par le magistrat qui administre la justice. Mais les chefs d'office font déjà des missions d'inspection. Non, nous ne pouvons plus leur faire confiance. Ils ont déjà fait leurs preuves. Non, ils ont déjà fait leurs preuves. Et les choses vont très mal. Même ces chefs d'office-là, un procureur général, lorsqu'on l'invite au parquet général par la Cour de cassation, il n'est pas à l'aise. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de personnaliser un peu les débats? Non, je ne personnalise pas. À vos propres affaires, non, pas du tout. Moi, je vous parle d'un fait très objectif. Ici, vous êtes en face d'une justice qui ne marche pas. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui a existé pendant plusieurs années. Nous n'avons pas vu ce Conseil supérieur de la magistrature administrer de sanctions aux magistrats. Bon, il y a quelques cas isolés, bien entendu, très isolés. Nous n'avons pas vu l'inspectorat administrer de sanctions sévères aux magistrats. Mais la permissivité est admise. Tout le monde est convaincu que le magistrat fonte de fautes, il commet des erreurs
et ils n'administrent pas la justice comme il se doit, lorsque vous vous plaignez contre eux, il n'y a pas de sanctions. Les avocats sont même fatigués. Il y en a même qui se lassent. Ils disent, mais attends, et il y a même des magistrats qui défient les avocats, qui défient les justiciers, qui leur disent, ok, ça là, ce sont de faits réels. Alors, le chef de l'État doit prendre une décision courageuse, madame, je vais terminer, qu'il crée un service public. En plus. Mix, oui. C'est-à-dire c'est des frais en plus. Non, non, ce serait maintenant parce que ce seraient des experts. Étrangers, bien entendu. Étrangers, pas de la RDC. Nous administrons la justice, mais nos actes de justice sont contrôlés. Et ceux qui administrent la justice sont sanctionnés par des experts étrangers. Vous savez, lorsque Moretti Dupont a été nommé ministre de la Justice, il y a eu des procureurs qui ont démissionné. Éric Moretti Dupont, l'actuel garde-sceau de la France. Il y a des procureurs qui ont démissionné. Parce qu'ils savent avec sa rigueur, ça ne va pas marcher. Il y a des gens qui ont fait leur preuve dans le sérieux, dans tout ce qui est comme acte de justice. Il y a des anciens magistrats retraités qui ne savent rien de la corruption. Vous êtes un fanatique oui. de Kengo Adondo. Non, non, qui ne savent rien de la corruption. Nous avons besoin de ces experts-là, qu'ils viennent pour un temps gérer le Conseil supérieur, donc cet organe que je suis en train d'appeler. Et le Parlement va bien sûr travailler ensemble avec toutes les institutions. On trouve une formule idoine, une appellation idoine. Et maintenant, nous avons un organe où ceux-là ne sont même pas les gens qui posent les actes de justice. Ils vont s'occuper juste de commencer à vérifier les actes de justice s'ils sont bien administrés et sanctionner les animateurs, c'est tout. OPJ, inspecteur, on les sanctionne. Maintenant, on sera en face, par exemple, mais madame, vous avez dernièrement, lors des élections de 2018, lors des contentieux, vous avez entendu ce que la Cour constitutionnelle nous a produit. Et quels sont les juges qui ont été sanctionnés? Ou soit invités au disciplinaire? S'il vous plaît. Vous êtes avec moi dans ces pays. Est-ce qu'ils étaient entendus? Il n'y a pas eu de sanctions en ce sens. S'il vous plaît, la Cour a été renouvelée par tiers comme d'habitude, comme le veut la loi. Mais moi, je propose que le chef de l'État prenne une décision courageuse. Les gens vont critiquer, mais aujourd'hui, nous avons cinquantenaires, il y a des médecins blancs qui traitent. Nous avons HIJ, il y a des médecins blancs qui nous traitent. Nous avons, par exemple, dans tout ce qui est comme voirie, nous avons de quoi? Des entreprises de blancs. Maître... Et ils font bien leur travail. Maître Mouchia, vous avez souri tout à l'heure avant que vous puissiez répondre à ma question. Qu'est-ce qui... Là où je ne suis pas d'accord avec le confrère, c'est hypothéquer la justice de mon pays. Aller chercher les étrangers pour qu'ils viennent administrer la justice. Non, non, je dis bien, c'est-à-dire contrôler et sanctionner les animateurs. Elle va réagir d'abord. Lorsqu'on contrôle, on administre. Venir contrôler mon procureur et dire s'il a bien fait avec la loi des membres. C'est-à-dire, au Congo, on ne peut pas trouver des personnes fiables à qui confier cette tâche. Mais pourquoi pas prendre les enseignants? Parce que ces magistrats-là ont été formés. Pourquoi ne pas constituer un collège d'enseignants qui sont honnêtes, d'enseignants qui ont fait preuve de leur, il y en a plein, de leur honorabilité, de leur dignité et leur confier cette tâche. Là où je ne suis pas d'accord avec le confrère, c'est qu'on aille chercher des blancs parce qu'il y en a aujourd'hui qui soignent chez HJ. Bon, blanc c'est un terme assez osé. Non, disons, il parlait de l'expertise. Il n'a pas parlé des Indiens, il a parlé de l'expertise. Moi, je pense que le Congo n'est pas en manque d'expertise. Maître Comé. Notre problème, c'est de savoir qui nous sommes et ce que nous devons faire pour nous rendre service nous-mêmes. Maître Comé, et si la solution, la proposition de Maître Kikwa était carrément la solution? Rentrer à l'époque coloniale comme Madame avant. Nathalie, je suis heureux d'ailleurs. Vous dites quoi? Rentrer à l'époque coloniale? Oui. Comme si vous étiez indépendant. Bon, alors, moi je suis heureux que Maître Riguen Kikwa ait progressé aujourd'hui, et je dirais même prospéré, en me rejoignant. Je disais autrefois que nous maintenons, ça est une hypothèse, on maintient le chef de l'État à son poste, on maintient le Premier ministre à son poste, c'est fini. Tous les ministres juifs, tous les gouverneurs, les moines tibétains qui sont végétariens,
Parce que quelqu'un qui est végétarien n'est pas égoïste. Il n'est pas goinfre. Voyez-vous, il aime la modération, ceux qui font la méditation transcendantale. Les humains, alors, au sens, pour ne pas dire les hommes divins, pour ne pas le dire. Et nous prenons tous ceux chez qui l'instinct animal a moins d'impact. Voyez-vous, vous allez voir que le peuple congolais va se retrouver. Par rapport à la suggestion de Maître Kikwa. Pour ça, il y aura des avocats à qui on n'accepterait pas des prestations de serment. Non, l'avocat n'a pas le dernier mot. Non, l'avocat ne dit pas le droit. Allez-y. Ok. Alors, maintenant, on prend les experts étrangers pour... Ça, c'est une phase de transition, on commence par là. Les experts étrangers et qui viennent contrôler la manière dont fonctionne la justice, c'est-à-dire la manière dont le droit est dit, la manière dont les libertés sont privées. Et sous quelles conditions on retourne à la personne qui a été privée de sa liberté, celle-ci, par exemple. Et on vérifie les cautions réellement payées par rapport à la quittance, si on dérive de quittance. Et cette formule, vous l'avez tirée de quel pays? De l'expérience. Non, nous n'avons pas, nous sommes indépendants. Nous n'avons pas à aller voir tel pays. Non, nous, c'est par rapport à nos réalités. Aujourd'hui, le droit a évolué. On est en droit comparé. Il faut toujours partir des comparaisons pour voir si cette expérience a marché. Avant de recourir au droit comparé, il faut être dans la sécheresse au niveau interne. Or, il y a des esprits qui prolifèrent, des esprits qui sont féconds. Maître Mouchi avait la parole. On a l'impression de ne pas tenir compte aussi de ce problème de l'indépendance de la magistrature qui fait partie des mots qui gangrènent justement le fonctionnement de cet appareil judiciaire. On tire sur les magistrats, certes, sur leur comportement, mais on ne regarde pas le côté politique. Il y a beaucoup d'influence encore sur justement le travail des magistrats. Ce qui pousserait à ce que vous puissiez mettre un peu d'eau dans votre vin et leur accorder le bénéfice des circonstances atténuantes, bien sûr. Non, madame, on ne peut pas exposer la nation, parce qu'il n'y a que la justice qui peut élever la nation. Ce n'est pas la musique, ce n'est pas la religiosité, ce n'est pas le christianisme, pas le maïkari, pas tout, rien de tout ça. Il n'y a que la justice. Lorsque un magistrat vous dit que voilà, moi, je ne peux pas appliquer le principe d'indépendance, je parle d'un magistrat assis, un juge, parce qu'il y a la pression politique. Le chef de l'État a eu à le dire plus d'une fois. Que personne ne vous trompe. Moi, chef de l'État, je ne donnerai pas d'injonction. Je ne dirai rien à un magistrat. Si quelqu'un vous raconte ce genre de propos, il faut les dénoncer. Combien parmi nous peuvent dénoncer? Il n'y a que des avocats véreux qui peuvent dire « Monsieur, vous êtes en train de mentir sur la personne de tel ministre ou de telle autorité. » Mais combien ont le courage de le dire? Il y a pas mal de magistrats qui font le trafic d'influence, qui ne remettent même rien à ces ministres-là, mais qui vous disent « Non, vous savez, maître, moi, c'est elle qui m'a appelé pour aider. » Mais aider quoi? Vous avez la loi. Dura lex, sed lex. Mais je pense que ce n'est pas une raison pour être complaisant avec les magistrats. Un magistrat que l'on attrape en train d'appliquer ce genre de principes devrait d'abord dire qui l'a contacté, pour ne pas dire le droit. Il ne le dira jamais. Mais ils le disent, ça arrive qu'ils citent des noms. Non, même si le chef de l'État vous appelle, lorsque vous êtes dans la légalité, sentez-vous têtu. Mais il ne peut même pas se permettre une telle chose, le connaissant. Il ne peut même pas se permettre une telle chose. D'ailleurs, je peux vous confier qu'il y en a qui trompent, comme l'a dit Maître Boucher, au nom du chef de l'État. Il n'y est pour rien. Plusieurs peut-être pour justifier une position de droit déjà prise ou fixée à l'avance et qui aboutirait sûrement à une caution importante, disent que j'ai eu l'appel de la hiérarchie. Et cette hiérarchie est toujours innommée. On ne vous dit pas, si vous lui posez la question s'il vous plaît, quelle hiérarchie? Oh non, mais je ne peux pas dévoiler le nom de la hiérarchie. C'est la hiérarchie qui m'a donné des instructions. Je suis désolé, j'aurais bien voulu faire mieux, mais je ne peux pas. En fait, madame, être magistrat, être OPJ, être huissier ou qui appelé à exercer une fonction de justice,
Vous devez faire montre d'un comportement qui impose le respect. D'abord, s'auto-censurer, qu'on ne trouve pas de faute en vous. Si vous êtes loyal, vous êtes dans la légalité, vous aurez un aura même qui impose le respect et qui ne permettra pas à n'importe qui de venir vous dire. Je connais certains magistrats, ils sont très rares, je ne sais pas s'ils peuvent dépasser 5. Ceux-là, les avocats savent que vous ne lui direz pas, s'il vous plaît procureur, on peut se voir à tel endroit. Il ne viendra pas. Il vous dit, voyons-nous au bureau. Je ne reçois qu'au bureau. Et quand vous allez au bureau, si vous lui remettez une enveloppe pour la question pourquoi. Vous avez trop d'exemples quand même des magistrats qu'on appelle au téléphone. Non. Les autres n'ont pas ce genre d'exemples. Moi, je suis avocat. Je vis la pratique. Et ceux-là, bien que je dis bien, ils ne dépassent pas 5. Et ils souffrent aussi. Hein. Ils subissent. Parfois, ils peuvent faire 10, 50 rapports. On ne les sanctionne pas. Qui a déposé cette farde-là? Oh, le magistrat tel. On ne touche même pas à cette farde. Parce qu'on sait que là-bas, il n'y a que le droit. Dedans, il n'y a rien. Alors, vous magistrats, vous vous permettez dans une légèreté où vous acceptez d'abord de s'écarter contre le serment que vous avez prêté solennellement, contre les règles de droit qui s'imposent et qui sont obligatoires, et vous vous permettez d'attacher une considération aux balivernes d'une personne et peut-être au téléphone. Oh, moi je suis en train de subir une pression. Mais vous devez la subir parce que vous êtes magistrat. S'il y a une pression, ok. Vous invitez la personne, vous dites ok ça va, il y a tel, ok, j'aimerais rencontrer la personne. Si la personne arrive, vous lui expliquez, voilà dans tel dossier, je ne peux pas faire autrement parce que le fait m'oblige à prendre telle droiture et je l'estime juste. Maître Comé, est-ce que vous estimez que c'est un faux débat? Les interférences qui pourraient aussi influer sur le fonctionnement et le travail du corps judiciaire en général? Non, ce n'est pas un faux débat, c'est essentiel même. Il faut que le magistrat ait du caractère et qu'il ait un idéal. Il n'y a qu'une seule personne parmi les candidats que j'ai entendu dire « Maître, tel que vous m'avez formé et toutes les vertus cardinales que vous recelez, j'en ferai preuve là où je vais, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, dans la magistrature. Et je ferai tout pour améliorer l'image de la magistrature qui est ternie. » Je lui ai posé la question, ne vas-tu pas subir le naufrage à l'instar du bateau Titanic suite à l'avalanche, c'est-à-dire au nombre considérable ou hyper considérable des ennemis de la droiture, comme le dit Ésaïe 46, verset 12. Bon, comme il est avocat et serviteur de Dieu, je dis que la main de l'Éternel t'accompagne là où tu vas. Parce que son malheur sera qu'il sera soumis à la subordination hiérarchique. Voyez-vous, à la subordination hiérarchique. Alors il faudra que Dieu lui prête vie et lui fasse grâce par rapport au poids ou à la pesanteur. Madame Nathalie, s'il vous plaît, ce n'est pas avec beaucoup de joie que l'on peut aborder un tel sujet. J'aurais voulu, parce que moi, mon défunt père me disait, lorsque j'allais à la faculté de droit, il a vu mon ascension éclatante et éblouissante. Il me dit, mon fils, tu seras malheureux toute ta vie. Je me suis plaint auprès de mon frère aîné, il dit, mais papa me maudit, alors que je viens de terminer l'université. Il dit, non, papa était fils d'un chef du village. Et eux, ils parlent d'une manière proverbiale, un peu comme Jésus. Ça veut dire que tu vas, dans tout ce que tu vas apprendre à l'université, tu en verras peut-être 1%. Le reste, ce sera la déception. Mais la loi dit ceci, mais pourquoi dans la pratique je vis ça? Et c'est ce que nous vivons. Et si vous n'entendez pas ce genre de discours souvent, c'est parce que beaucoup préfèrent le mutisme, c'est-à-dire un silence exprès, mais aux conséquences délétères, c'est-à-dire nuisibles. Voyez-vous, mais ici, au moins, il faudra que la nature et le Conseil supérieur de la magistrature apprécie et encourage cette équipe parce que nous sommes en train d'apporter notre contribution, parce qu'on est mu par le souci de voir l'appareil judiciaire s'améliorer. Ça fait notre fierté. Je voudrais tout simplement vous dire en 30 secondes qu'il y a un dossier que je traite mais qui a été soutenu
à partir de l'étranger. Ici, vous n'êtes pas là pour parler des dossiers personnels. Non, non, je ne sais pas le dossier. Ça sera, déontologiquement, il vous est interdit aussi. Indéfini. L'année, je donne la parole à... Merci, je vous retire la parole par rapport à ça. Merci bien, merci pour le cadrage. Je donne la parole à Maître Mouchia. Vous savez aussi qu'au-delà de cette question d'indépendance, l'année 2023, c'est une année électorale qui aura aussi son lot d'affaires judiciaires. Donc on aura le temps de constater tout ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Mais évidemment, il y a des procès qui sont très attendus. Et nous avons le procès qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de l'affaire Bukangalozo pour laquelle vous n'avez pas le droit déontologiquement de débattre sur cette question, mais seulement un avis sur ce qu'on peut appeler comme une situation de confusion entre deux décisions judiciaires qui sont contredites par rapport justement à ce dossier. Est-ce que là aussi il n'est pas question d'interférence politique? En quelques mots, hein, sans entrer dans les détails. Excusez-moi de vous dire que je suis en train de me spécialiser sur la question, c'est-à-dire le pouvoir de la Cour constitutionnelle, son pouvoir régulateur et ses pouvoirs implicites. Lorsque la Cour constitutionnelle rend un arrêt qui dit qu'elle est compétente pour juger les personnes accusées dans l'affaire Bukangalozo. Cette décision de la Cour ne vient pas contredire la première qui a dit que la Cour était incompétente. Ça ne vient pas contredire, madame, je m'explique, parce que depuis que la Cour s'était déclarée incompétente, l'article 168, alinéa 2 de la Constitution, qui parle de la non-susceptibilité des recours contre les arrêts de la Cour constitutionnelle, n'a pas été énervé. Il n'y a pas eu de recours contre cet arrêt-là, qui a décliné la compétence de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas eu de recours. Mais lorsque la Cour constitutionnelle revient en interprétation d'une manière que nous connaissons et dit que la Cour constitutionnelle est compétente, moi je pense que c'est deux choses différentes qu'il faudra apprécier en droit. Malheureusement, nous avons vu les sénateurs aller saisir la Cour en interprétation de l'article 168 alinéa 2, alors qu'il n'en est pas question. À ce stade, vous voudrez savoir s'il y a eu contradiction. Mais il n'y a pas eu contradiction parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit revirement jurisprudentiel. Est-ce que la jurisprudence explique ça? Et à ce stade, permettez madame, à ce stade, j'ai entendu dire qu'il y a non bis in idem, mais lorsque la Cour n'a pas vidé les litiges, il n'y a pas non bis in idem. Donc à tout moment, les juges qui se disent incompétents peuvent dire non, attention, je suis compétent. Alors, que va devenir le procès Bukangalozo? Moi, je pense qu'en tant qu'avocat, il est temps pour moi d'attendre et de voir comment la Cour va s'y prendre. Ce rétropédalage, justement, ne sera pas un prétexte pour qu'il y ait d'autres rétropédalages par rapport à d'autres dossiers qui ont justement des regards politiques, Maître Kiko? Non, non, on ne peut pas... L'article 162 a été déjà... On ne peut pas prophétiser, madame, mais il y a une considération forte qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a Gilles Goubeau et Serge Guinchard. Dans leurs écritures, ils ont écrit que la jurisprudence est une décision de justice et en fait tache d'huile. Alors, l'arrêt RP 001, donc le premier dossier pénal que notre Cour constitutionnelle a connu, et qui s'est soldé par un déclinatoire des compétences, la Cour a déclaré ou s'est déclarée incompétente de connaître cette affaire au motif qu'elle était en face d'un ancien Premier ministre, statut non reconnu, et que sur base... Voilà, actuellement sénateur. En fait, pour moi, nous ne sommes pas encore en face d'une jurisprudence. Parce qu'une jurisprudence, c'est une décision de justice qui a fait tache d'huile, qui a résisté aux critiques et au temps.
c'est une décision qui a subi les usures du temps et qui a mérité au moins plusieurs réflexions, lesquelles ont chevauché dans un sens. Et après le recul de temps, on se rend finalement compte que cette position peut être héritée dans les décisions à venir ou peut servir de référence lors des décisions prochaines ou ultérieures. Mais ici, c'est comme l'a dit Maître Mouchia, il y a d'une part un arrêt sur le fond, donc la Cour s'est arrêtée juste sur la forme et elle a considéré qu'il y a une exception qui valait, donc elle s'est déclarée incompétente. Et de l'autre part, nous avons un autre arrêt sur la vie. Donc en matière de constitution, la Cour s'est exprimée juste en matière de constitution, qui n'est pas un dossier pénal. Donc les deux arrêts ne sont pas frontales, ne s'opposent pas. Les deux arrêts ne s'opposent pas. Mais il faut se dire que par le fait que la Cour déjà se soit exprimée qu'elle devrait se déclarer compétente dans ces dossiers et que par ce fait, il faut inférer que le fait pour la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente amène celle-ci déjà vers un élan où un autre dossier doit être ouvert. Bon, cela relève peut-être de calcul de ceux qui sont appelés à saisir la Cour pour se satisfaire ou tel autre intérêt. Mais sinon, nous sommes en face, comme l'a dit Maître Mouchia, les arrêts de la Cour sont insusceptibles de recours. Et maintenant, l'on va exercer quelle action? Est-ce qu'il faut venir avec un autre dossier? Le débat devient très intéressant. Et c'est justement ce qui va soutenir ce débat au cours de cette année 2023, Maître Comé. Une cour qui se dédie. J'ai été heureux de voir ou d'entendre. Parce qu'il ne s'agit pas des personnes, il s'agit d'une institution qui dit deux choses à la fois. La jurisprudence n'a même pas révéré jusque-là. Une jurisprudence, c'est une décision du fond, et qui doit faire preuve de résistance au temps et à laquelle on se réfère dans des cas similaires ultérieurs. Comme l'a dit Maître Regan Kikwa, mais en des termes variés, parce que lui comme moi sommes soucieux de la protection du champ lexical. Mais dans le cas d'espèce, je dis que je m'estime heureux que la Cour constitutionnelle ait pris la position que j'avais bien avant, qu'elle n'aurait pas dû se déclarer incompétente, en vertu du principe de la cristallisation de l'infraction au moment des faits. Voyez-vous, maintenant la Cour constitutionnelle m'a rejoint, moi ça me regaillardit. Pendant que la Constitution protège quand même déjà cette personne par rapport à ses fonctions. Protéger le crime ou protéger la personne? Non, c'est différent. Ma question est claire. Ils sont protégés en sens qu'il ne faut pas leur nuire. Mais dans des actes nuisibles ou délétères qu'un ancien Premier ministre poserait. Mais comment ça va servir de leçon au futur Premier ministre? Parce qu'on peut se dire, bon voilà, comme nous avons constaté que là on ne sanctionne jamais, je ferai tout pour devenir Premier ministre, avec le calcul criminel que j'ai, je vais beaucoup délinquer et je serai protégé. Non, la loi n'est pas faite pour protéger la délinquance à quelque niveau que ce soit. Sinon, cette loi-là serait contraire à sa finalité. Et vous, on nous a appris qu'une loi dont l'application risque de générer des effets pervers, contraires à sa finalité, cesse d'être une loi. On va terminer notre débat avec justement les attentes. Maître Mouchia, quelles sont vos attentes pour justement ce fonctionnement de l'appareil judiciaire au regard de tout ce que vous avez évoqué comme mots qui gangrènent? Quelles sont vos attentes pour l'année 2023? En tout cas, pour l'année 2023, je ne sais pas comment ça va se passer parce que nous avons le grand événement d'élection qui est en vue d'ici les mois de décembre. Il faudra commencer par, comme nous avons dit, sans sanction, on n'a pas la qualité des magistrats voulus pour relever la nation. Comment on va appliquer ces sanctions dans un délai si court? Je ne vois pas. Je suis en train de voir cette question abordée après les échéances électorales. Pour l'instant, on se plonge. Parce que le temps est tellement court que même si on affecte ceux qui venaient de réussir au test, il faudra les former. Et ils seront formés par ceux qui sont là, qui sont déjà immunisés. Et vous comprenez que, madame, on va se jeter à l'eau et aller tout droit aux élections avec ce que nous avons. C'est sans espoir pour vous.
Excusez-moi. C'est sans espoir pour vous alors. Non, mais pour cette année, je vois le corps et je vois la sanction comme telle et la personne qui devrait l'appliquer. Je trouve que ce n'est plus à l'ordre du jour pour l'instant. Parce qu'on parle d'élection, on verra ça plus tard. Maître Kikwa, Le chef de Vos l'État doit attentes. prendre une décision courageuse. Il faut instituer une inspection de contrôle et de sanctions des animateurs de la justice. S'il faut travailler en synergie avec le Parlement, il doit immédiatement le faire. Autre temps, autre mers. Azamwana Mboka, abonde la Batouanati. Toyebani. Nous nous connaissons et ceux qui animent notre justice, le Conseil supérieur de la magistrature, l'inspectorat, ont déjà fait leurs preuves. Nous ne pouvons plus attendre d'eux quelque chose. Qu'ils prennent une décision courageuse, qu'ils fassent appel à des experts étrangers, qu'ils viennent pour un temps. N'ayons pas honte. Sinon, un jour, on arrivera à une catastrophe qui ne sera plus admissible par l'humanité. La justice va s'engloutir. Et on ne l'appellera plus justice parce qu'aujourd'hui, c'est par pudeur même qu'on l'appelle justice. Mais en réalité, sincèrement, on devrait l'appeler injustice. On devrait même commencer, dans notre palais de justice, on écrit palais d'injustice. Parce que... Vous remportez un procès, ça change. Non, madame. Moi, je ne parle pas de mes affaires ou des affaires de clients. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas un dossier. Je parle de l'administration de la justice. Il faut qu'elle change. Que ceux-là viennent, qu'ils inspectent ou contrôlent les actes de justice et on verra qu'il y aura un changement. Vraiment, je l'espère. Si nous devons attendre de ceux qui nous ont déjà fait attendre beaucoup, cette longanimité va nous amener aux abîmes. Maître Komé. Oui, Madame Nathalie, vous savez que la justice c'est le dernier rempart et Maître Mouchia n'a jamais cessé de répéter ici que la justice élève une nation. Alors il faudra considérer lors du recrutement la double attitude, sinon la double aptitude dans le chef de l'impétrant. L'aptitude morale et l'aptitude intellectuelle. Parce qu'obtenir un diplôme d'université ne veut pas dire qu'on est intelligent. Non, encore que le concept, il faudra toute une émission pour débattre sur le mot intelligent. Voilà, intelligence et puis intellectuel, c'est différent. Voyez-vous, ça viendra. Le peuple considère la justice comme un fruit que l'on doit consommer. Maintenant, les justiciables consomment quel type de fruit? Un fruit mûr ou pourri? C'est-à-dire corrompu. Corrompu. La corruption, c'est la dégradation. Voyez-vous. Et nous sommes à l'époque qui a poussé Cicéron à dire, à s'exclamer au tempora, au mores. Alors, que le chef de l'État suive ce que Maître Kikwa vient de suggérer, une commission mixte étranger-congolais, c'est ça que moi je préfère, étrangers et congolais, devant inspecter la manière dont les décisions se prennent, hein, à partir du haut de la pyramide jusqu'au bas de la pyramide. Si ça fait mal aux Congolais que non, la justice est un appareil qui relève de l'indépendance, si ça fait honte, alors changez. Or, le changement n'est pas pour le 22e siècle, même pas le 22e siècle. Voyez-vous. Alors il faudra vite, parer à l'essentiel. Donc vous êtes sur une perspective de 5 ans, plus ou moins. À compter de cette année 2023, nous aimerons nous voir le système d'affichage des noms des magistrats sanctionnés pour tel fait. Parce que le Conseil de l'ordre, vous savez pourquoi les avocats sont beaucoup plus disciplinés? C'est parce que le bâtonnier ne badine pas. Les bâtonniers ne badinent pas. Ça encore, il y a à redire. Hein. Ça sera toute une émission que nous allons organiser avec les membres du Conseil de l'ordre pour cette année 2023. Tout sera mis à nu, comme on dit. En tout cas, Justicia TV vous remercie pour votre disponibilité. Et ça sera aussi un instant spécial dédicace donné à chacun en 30 secondes pour présenter des vœux à sa famille, je dirais en langue maternelle. Hein, c'est autorisé pour ces secondes. Maître Mouchia.
Des Oui, vœux. madame a voulu commencer par moi. Bon, moi, je souhaite mes vœux de santé et de Même dans longévité. votre langue, hein, c'est autorisé. Mes vœux de santé et de longévité à tous les miens. À tous les miens, en commençant par ceux qui m'attendent aux urnes cette année, 2023, mes électeurs de Moamba. Et au moment venu, je leur dirai sur quelle liste je me présenterai. Mais pour l'instant, je dis que je suis là, toujours avec la même détermination pour servir. À mes frères qui sont au village et ici à Kinshasa, je dirais, Nzambi anulama adumbenesha, nukwata kumundundu, nukola bobobo, bumuswaswa bunyindu, buchamwa cha mujitanda, Nzambi anutompanda nukankamane, malgré bifufu ni biolé, maluonsu ni ajika. Maître Kikwa. Madame, merci beaucoup. Je présente mes vœux le meilleur à tous ceux qui aiment la justice. Et à ceux qui aiment l'injustice, je leur demande de changer. Et prochainement, je leur présenterai mes vœux le meilleur. À eux, il n'y a pas de vœux. Non, à eux, il n'y a pas de vœux. À votre famille proche. Oui, d'abord à l'équipe de justice, et à ma famille proche, et à tout le monde. À vous-même, à M. Diego, à Gianni, à Stéphanie, et voilà, à Talib, tout le monde. Voilà, mes vœux le meilleur. Et surtout à tous les esprits humains épris de justice. Et ceux qui entendent votre langue maternelle. Ah, oui, vous voudrez que je parle de Ambe Bana Mbouantoun, Bana Mipleng, Bana Manien, Bana Mouboua, Bana Boujou, Bana Bilel, Bana Bouchou, Mvilangabo. Maître Komé. Oui, mes vœux les meilleurs pour l'an 2023 sont, je ne peux pas les adresser à Dieu parce que Dieu est intemporel, vont premièrement au chef de l'État, ensuite à toute ma famille récente, mon épouse ainsi que mes enfants, à Madame Nathalie et à travers elle, Justicia. Et puis je constate aussi que vous ne faites que la sélection injuste d'avoir de beaux garçons et de belles filles. Je ne sais pas si c'est ça le critère prépondérant qui dicte votre choix. Mes vœux vont également à tous ceux qui sont ennemis de l'injustice et qui combattent les ennemis de la droiture, prônés dans Ésaïe 46, verset 12. Enfin. À moi. Instant langue maternelle. Amen. Bon, mimi vile nilikomea Kalemi na miswete vyo mwa mzuri sana bandu wangu wote na bale wote balifunda kwa Institut Mwangaza, ndio kule kwenye tulipata information mzuri kwa ba Jesuite, watoto wa Kalemi bote, mimi nampatia ma meilleur vœu. Bampangi na munyoso ya Kikwiti tina bulungu mepesa bendo ba vœu mbote sambu inake vraiment mayumbu masimanimba kenge tout ça maître Regen qui quoi qui représentant na beno. Tous mes frères les Luba parce que j'ai mis les enfants avec les Luba. Bon, c'est-à-dire que les nez sur qui on a compté a déçu, c'est-à-dire on compte sur vous pour rendre une bonne justice, malheureusement. Bon. Et puis mes frères étaient là, c'est-à-dire que ceux qui vont rester sur cette terre, les générations futures, vivront les exploits héroïques que nous allons laisser comme empreinte parce que on dit que lorsque Jésus a envie de rechercher quel ferment a pu donner naissance aux faits pour améliorer la justice au Congo, il m'est apparu avec netteté que seule une poignée d'hommes d'une valeur hors pair était à l'origine de tout. Et cette valeur d'homme pair est constituée de maman Nathalie, qui est l'impulseur, qui est le catalyseur, qui fait que la justice s'est améliorée, et avec la complicité de Talib, bien sûr, qui ne sait de nous déranger au téléphone pour les bonnes choses, heureusement. Et aussi maman Mouchia et puis maître Kikwa. Et tous les acteurs. Non, je ne suis pas Maman Mouchia dans cette émission, je suis Maître Mouchia. J'ai cru que cette qualité ne devrait pas paraître. Merci, je rectifie. Non. Il y a ici, ce sont les avocats qui ont été invités. Okay. Les magistrats n'ont pas voulu venir, c'est ce qu'on nous a dit. Et voilà, nous avons un plateau d'avocats, il n'y a pas de plateau de mamans. Merci bien. J'allais dire papa de Guen, je rectifie, maître de Guen, et puis ma consoeur Mouchia, qui a parlé de manière à faire preuve de quelqu'un qui a su filtrer les mots et il les a lessivés avant de les mettre en circulation. Et je l'ai apprécié sur le plan de l'orthophonie. Je pense qu'automatiquement, elle est invitée à rejoindre mon club des orateurs. Et également, elle sera à l'hôtel Béatrice parce qu'il y a une sortie officielle de mon club. Voilà une invitation que j'adresse et aussi à Justicia.
Bon, il y a beaucoup de choses là-bas. Multanondum, facta sunt. Voilà. Merci beaucoup, Maître Comé. Merci, fidèles téléspectateurs, pour votre attention. N'oubliez pas de réagir sur le numéro qui apparaît sur vos petits écrans. Et bonne suite de programme sur les antennes de Justicia TV.